Ok, donc bonjour tout le monde. Bonjour chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui vous avez l'honneur de goûter encore de nouveau à cette sauce délicieuse que Platon appelle la philosophie. Salut également les autorités qui sont ici présentes. Et on m'a demandé de m'aventurer dans un terrain assez glisseux, de parler de philosophie, enjeux, finalité et perspective. C'est-à-dire, quelle est l'actualité du débat philosophique dans un monde dominé par le couple technosciences. Et le thème est d'actualité, mais également c'est un thème intéressant dans la mesure où traiter ce thème nous permet en même temps de soumettre au peigne fin les différentes idées liées aujourd'hui au sort de la philosophie, à l'actualité de la philosophie dans un monde dominé par le couple technosciences. Vous n'êtes pas sans savoir que de l'Antiquité au XVIIe siècle, la philosophie a eu le mérite de s'être posée comme la reine-mère de toutes les sciences. Elle s'est présentée comme une encyclopédie universelle parce que les sciences que vous appelez aujourd'hui sciences particulières n'existaient pas. Il n'y avait que la philosophie qui paralysait, qui capitalisait en réalité toutes les sciences. À telle enseigne que Aristote, lorsqu'on lui avait demandé la question de savoir, monsieur Aristote, qui est philosophe, il avait répondu sans gêne que est philosophe celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la philosophie, elle est cette science qui ne se limite pas à tel ou tel domaine. Et telle idée d'Aristote sera réconfortée par la conception de la métaphore arborescente de René Descartes, selon laquelle toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences qui se réduisent à trois principales, la médecine, la morale et la mécanique. Ceci étant dit, donc les sciences que vous appelez aujourd'hui sciences particulières n'existaient pas. Cependant, au début du XVIIe, pour ne pas dire à la fin du XVIe siècle, les sciences vont prendre leur indépendance vis-à-vis de la philosophie. Et paraphrasant la médecine, je dirais que les sciences vont couper le à la philosophie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même au-delà de cette période, au 1er siècle de notre ère, Ptolémée, avec la conception ptolémaïque, libère l'astronomie de la domination de la philosophie. Au XVIIe siècle, le trio Galiléo-Galilée, Newton-Kepler libère la physique de la domination de la philosophie. Au XVIIIe siècle, Lavoisier libère la chimie. Au XIXe siècle, Claude Bernard libère la biologie. Et au XXe siècle, Auguste Comte enclenche le processus de libération des sciences humaines, notamment la sociologie. Si la philosophie était considérée comme l'ère-mère de toutes les sciences, nous avons vu pertinemment que ces sciences se sont libérées progressivement de la philosophie pour se poser comme des disciplines à part. S'étant libérées maintenant de la philosophie, les sciences vont connaître un essor, c'est-à-dire un progrès fulgurant. C'est ce progrès rapide de la science que les historiens ont appelé l'ère des découvertes scientifiques et techniques. La science a compris le réel, la science tente d'expliquer le réel, à telle enseigne que les gens ont qualifié de la science comme étant une panacée. Quand on parle de panacée, c'est panakeia du grec qui veut dire remède universel. C'est-à-dire que la science, elle soigne tout. Bo feebaree science, bo beugé rafet science, lo beugé def rek science. La science a gagné l'affection de l'être adamique. C'est comme chez moi, Omar Sow, j'épouse une première femme et pendant 26 siècles de mariage, la femme n'a pas pu accoucher d'un bébé. Ma mère, avec ses tentatives, a pu me chercher une deuxième femme, laquelle deuxième femme, suite à 3 ans de mariage, a accouché un lot de bébés. Qu'est-ce qui va se passer dans la maison? On va mépriser la première femme au profit de la seconde femme qui est valorisée. Donc la philosophie étant incapable de servir à l'humanité des résultats en réalité certains, et pourtant elle l'avait promis à l'humanité en se définissant comme amour de la connaissance, la science qui, en 3 siècles d'existence, a permis à l'humanité de flirter avec des résultats concrets, ce qui va faire que l'humanité va vouloir abandonner, discréditer donc la philosophie au profit donc de la science. Raison pour laquelle je dis que face aux découvertes pompeusement avancées de la science, nous sentons nettement
que le couple technoscience a fini par gagner l'affection de l'humanité. L'être adamique, c'est-à-dire que le Domo Adama, en réalité, éprouve un amour, une affection à l'endroit donc de la science au détriment de la philosophie. D'où quelques questions se posent à nous. La première, c'est d'abord, avant de venir sur le sort de la philosophie, qu'est-ce qui différencie la philosophie d'avec la science? La deuxième question, c'est la philosophie ne doit-elle pas prononcer son oraison funèbre, vu l'importance toujours grandissante que revêt la science dans notre vie? D'abord, quand je dis prononcer son oraison funèbre, c'est qu'elle ne doit pas disparaître. Est-ce qu'elle ne doit pas disparaître, vu l'importance que revêt la science dans notre vie? Vie veut dire regard. Parce qu'aujourd'hui, nous avons c'est-à-dire le jour qui paraît à notre regard. Aujourd'hui, c'est le jour qui paraît à notre regard. Oui veut dire regard. Donc, est-ce que la philosophie ne doit pas disparaître, vu l'importance toujours grandissante que revêt la science dans notre vie? La troisième question, si la réponse à cette question est négative, comment devrons-nous désormais voir les rapports entre philosophie et science dans un monde dominé par la science, mais également mondialisé? Parlant de la différence de la ligne de démarcation entre philosophie et science, il faut comprendre que les scientifiques, ils se targuent de leur savoir. Ils sont des savants. Par contre, une tradition héritée du maître Socrate et même de la définition étymologique de la philosophie fait du philosophe un non-savant. Pourquoi? Parce que le philosophe, en réalité, il n'est pas un savant. C'est quelqu'un qui est conscient de son ignorance et qui part en quête de la connaissance. Rappelez-vous des propos de la déesse Diotim dans le banquet, où elle dit qu'aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est, et en général, si l'on est savant, l'on ne philosophe pas. L'ignorant aussi ne philosophe pas, car l'ignorant a ceci de fâcheux que n'ayant ni art, ni bonté, ni science, il s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, wallahi, on ne la désire pas. Donc, ceci étant dit, nous disons tout simplement que le scientifique, il est un savant, il se targue de son savoir. Le philosophe, il n'en est pas un, mais il est quelqu'un qui part en quête du savoir parce qu'étant conscient en réalité de son ignorance. Mais également, il faut comprendre que la différence entre philosophie et science est claire, sitôt que nous entrons dans le domaine de l'objectivité et de la subjectivité. Quand on parle de l'objectivité, c'est que dans le cadre de la science, le sujet s'éclipse au profit de l'objet qui subsiste. Alors que dans le cadre de la philosophie, le sujet découvre une vérité et se découvre en même temps. C'est-à-dire que le mouvement du philosophe est inséparable de la vérité que le philosophe est en train d'accoucher, pour reprendre les propos donc de Platon. Mais par contre, dans le cadre de la science, il y a l'objet qui prime sur le sujet. Alors qu'en philosophie, c'est le sujet qui prime sur l'objet. De l'autre côté également, la philosophie, comme vous la savez, elle fait du surplace, elle n'avance pas. Nous avons dépassé Hippocrate, mais nous ne prétendons guère dépasser Platon. De Platon, de Socrate jusqu'à aujourd'hui, les philosophes ressassent, c'est-à-dire répètent les mêmes thèmes. En réalité, nous ne pouvons guère dépasser le questionnement socratique et le questionnement platonicien. Pourquoi? Parce que la philosophie, elle fait du surplace. C'est-à-dire quand la science, elle progresse par rectification des erreurs, la philosophie, elle est là à se questionner sur les mêmes thématiques. Ceci étant dit, nous disons, classe, que pour comprendre la différence entre philosophie et science, il faut inéluctablement faire recours à la définition lalandienne de la science. Comment Lalande, André Lalande, définit-il la science dans son ouvrage intitulé Vocabulaire critique et technique de la philosophie? Il dit que la science est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité et de généralité et susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des résultats concordants qui ne résultent ni des conventions arbitraires, ni des goûts, ni des intérêts individuels, mais des relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification définies. Fin de citation. Donc dans ce cas classe, nous comprenons en réalité que la science, elle est connaissance, la science, elle progresse, la science, elle est objective, alors que la philosophie, elle est subjective, elle fait du surplace, elle ne progresse pas. En science, nous avons une méthode, par exemple, la méthode en science expérimentale est déjà définie. Quand on parle de sciences expérimentales, ce sont les sciences de la nature. Il y a ce que l'on appelle le fait polémique, il part d'abord d'un fait problème, après ce fait problème, il y a une hypothèse qui est donnée, après l'hypothèse, il y a la vérification de l'hypothèse, après la vérification de l'hypothèse, il y a une loi qui est tirée comme vérité générale en science. Par contre, en philosophie, nous avons la pluralité des méthodes. La pluralité des méthodes, chez Socrate, nous avons la maïeutique, chez Descartes, nous avons le doute. Chaque philosophe élabore sa philosophie en élaborant en réalité sa propre méthode. D'où, pour Kant,
il n'y a aucune philosophie qu'on puisse apprendre. On ne peut apprendre qu'à philosopher. Or, apprendre à philosopher, c'est apprendre une méthode qui me permet de conduire ma pensée. De l'autre côté également, quand on parle de philosophie et science également, il faut comprendre qu'arrivé à un certain moment, avec les prouesses de la science, l'humanité a voulu coûte que coûte discréditer la philosophie. Mais il faut comprendre avant ça que les critiques, les taxations, les controverses dont la philosophie est victime ne datent pas d'aujourd'hui. La philosophie a été critiquée depuis sa naissance. Pourquoi? Parce que dès qu'elle est née, celui qui se passe comme le plus ancien des philosophes a été raillé. Il s'agit de Thalès de Milet, qui à force d'observer le ciel étoilé a failli se retrouver dans un puits. Alors la servante de Thrace se moquait de Thalès, se raillait de Thalès en lui disant: comment ce gars-là, si maladroit à ce qui se passe à ses pieds, pouvait-il prétendre connaître ce qui est si éloigné de lui? Cela veut dire quoi? Cela dit en réalité que le philosophe a été présenté toujours comme un rêveur. Il a été présenté comme un être oisif qui est incapable en réalité de répondre de façon pertinente aux interpellations humaines. Raison pour laquelle au bac de 2010, on avait donné aux élèves ce sujet. C'est en vain que l'homme cherche en la philosophie des remèdes à ses problèmes. Reformulé autrement, cela veut dire tout simplement, c'est inutilement que l'homme compte trouver en la philosophie des palliatifs à sa misère. Et dans ce cas, nous comprenons que ceci est dit au simple fait que la philosophie, pour certains, flirte avec l'inutilité. D'ailleurs, un citoyen athénien à qui on avait demandé de donner son avis sur les philosophes avait répondu sans problème: il faut les faire sortir de la République. Ils sont des candidats à la folie s'ils ne sont des marchands d'illusions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en réalité que les philosophes ne sont pas bien accueillis, aussi bien dans les cités religieuses que dans certaines démocraties. Parce que vous avez vu que certains philosophes même ont été tués. Le cas de Socrate qui a été condamné à boire la ciguë, Giordano Bruno, le philosophe italien, qui a été jeté dans le bûcher pour avoir, dit-on en réalité, manqué de respect aux divinités. Également, il y a Galiléo Galilée. J'attire votre attention sur ça. Galiléo Galilée n'a pas été tué, mais il a failli être tué. C'est après qu'il a renoncé donc à sa théorie que Galiléo Galilée a été libéré. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en réalité que les philosophes ne sont pas bien accueillis. Mais ces critiques à l'endroit de la philosophie ont atteint leur paroxysme dans un monde dominé par la science. Parce qu'actuellement, l'humanité a ce à quoi il faut s'en tenir, à savoir la science, et par rapport à ça, ils vont dire que la philosophie n'a plus sa raison d'être dans un monde dominé par la science. Il y a d'abord ce qu'on appelle les positivistes logiques, et quand on parle de positivisme logique, on pense à Auguste Comte. Auguste Comte parle de l'esprit des trois états. Il dit que l'esprit humain, dans son processus de maturation, passe par trois états successifs, que sont l'enfance, l'adolescence et la maturité, qui correspondent respectivement à la théologie, à la métaphysique, pour ne pas dire la philosophie et la science. Et il dit que philosophie et religion en réalité sont les états d'un balbutiement en réalité de l'esprit. Et ces deux modes de connaissance doivent être abandonnés au profit de l'esprit scientifique, seul capable d'une transformation positive de l'univers. Et cette remarque d'Auguste Comte va influencer toute la production intellectuelle du 19e siècle. Pourquoi? Parce que même dans le domaine littéraire, il y a le développement d'un roman qui cherche à reproduire fidèlement la réalité. C'est le cas des romans réalistes et naturalistes qui se donnent comme objectif une reproduction fidèle de la réalité. Et dans ce cas, nous comprenons que la remarque d'Auguste Comte, pourquoi? Parce que chez Auguste Comte, toute production humaine qui prétend avoir un sens doit se mettre à l'école de la science, c'est-à-dire épouser la démarche scientifique qui, selon lui, repose sur l'objectivité. Après Auguste Comte, il y a ce qu'on appelle les penseurs du cercle de Vienne. Je vous nomme Ernst Mach, Hans Reisenbach, Hans Rudolf Carnap, que vous n'avez pas eu la chance peut-être de voir en classe. Ça c'est sûr, ce sont des philosophes que vous entendez pour la première fois, parce que ce sont des épistémologues que vous allez voir quand vous nouillez avec la philosophie de façon continue et vous séjournez au département de philosophie, là où j'appelle l'hôtel 5 étoiles. Et dans ce cas, vous comprenez que pour les penseurs du cercle de Vienne, et ces penseurs du cercle de Vienne ont été inspirés par le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Selon ces penseurs du cercle de Vienne, dans le monde, il y a deux types de discours, lesquels les discours qui ont un sens, ils les appellent les discours douillés de sens. Il y a des discours qui n'ont pas de sens, ils les appellent les discours dénués de sens. Les discours douillés de sens appartiennent à la science et les discours dénués de sens appartiennent à la philosophie. Par conséquent, les discours dénués de sens, c'est-à-dire que les discours philosophiques doivent inéluctablement céder la place aux discours qui sont douillés de sens, à savoir donc les discours scientifiques. Et ceci laisse entendre quoi? Ceci laisse entendre en réalité que
la science, quand elle est au summum de sa gloire, elle sonne en même temps le gala de la philosophie. À telle enseigne que certains mêmes philosophes ont critiqué la philosophie. René Descartes, même si on n'était pas, par exemple, à l'ère des avancées techniques, avait souligné que nous voulons une science utile à la vie par laquelle l'homme peut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et cette science utile à la vie, cette science que nous avons aujourd'hui qui nous permet donc de dompter la nature, parce qu'en réalité, quand la science avance, Dieu recule. Parce que des servis par usage donc à Dieu, aujourd'hui sont servis par usage donc à la raison grâce à la science. Et pour conclure de l'apogée en réalité de la philosophie, il y a celui qu'on nomme Karl Marx qui, dans sa 11e thèse sur Feuerbach, dira que les philosophes jusqu'ici n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, alors que ce qui importe, c'est de le transformer. Est-elle capable d'une transformation positive de l'univers? La réponse est impérativement non, mais je vous dirai que même si la philosophie ne transforme pas le monde, elle est capable de transformer l'esprit de ceux qui transforment le monde. Qui sont ceux qui transforment le monde? Ce sont les scientifiques. Donc, même si la philosophie n'est pas apte d'une transformation positive de l'univers, elle est apte d'une transformation de l'esprit de ceux qui transforment le monde. Bien sûr que quand on parle de science, nous pensons au couple technoscience. Parce que, classe, je vous dis que avoir peur de la science, c'est la méconnaître. Parce que la science est théorique, mais c'est l'application des découvertes scientifiques par l'entremise d'une démarche technicienne avec la technique qui est dangereuse parfois à l'humanité. C'est vrai, classe, que la science a perçu plus d'un mystère. La science a permis d'alléger des souffrances humaines. Mais parfois, la science, elle se montre dionysiaque. Dans Dionysiaque, nous avons Dionysos, qui est le dieu divin. Et quand on parle de dionysiaque, c'est-à-dire que la science, parfois, elle se montre ivre. Et quand elle est ivre, elle se présente comme dangereuse. Et par rapport à ça, si je dis la science, il faut entendre le couple technoscience. Et par rapport à ça, aujourd'hui, grâce à l'effet couple technoscience, nous sommes confrontés à des problèmes. Parmi ces problèmes, il y a la destruction de la couche d'ozone, il y a en réalité ce que l'on appelle la pollution atmosphérique, il y a également ce qu'on peut appeler les bombes atomiques larguées aux villes de Hiroshima et de Nagasaki lors de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces remarques témoignent en réalité d'une application négative de la science. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter les découvertes scientifiques? C'est impossible. Les découvertes scientifiques sont comme une boule de neige qui roule sur la pente déclive. Il nous est impossible de nous arrêter. Et dans ce cas, nous disons que forcément nous allons tomber. On ne peut pas éviter la chute, mais on peut éviter que la chute ne soit pas brutale. Comment faire? Il faut chercher un matelas pour amortir la chute, et ce matelas-là sera la philosophie. La philosophie donc va voler au secours de la science et elle va rester au qui-vive pour veiller aux graines avant que science sans conscience ne devienne ruine de l'âme. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la science, même si par exemple elle met en place des théories, l'application de ces théories pose problème. Il appartient à la philosophie qui, à travers une démarche en réalité cognitive, fondée sur des questions de valeur, des questions de sens et des questions de finalité, venir éclairer à l'humanité comment il faut appliquer ces découvertes scientifiques pour que ces découvertes scientifiques ne mènent pas aux dérives. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de la science. Et dans ce cas, classe, nous comprenons en réalité que toutes les découvertes les plus extraordinaires de la science font appel toujours à une instance philosophique dans la mesure où ces découvertes demandent à être reclassées dans l'humain. Et par conséquent, le conflit entre philosophie et science pour donner à la philosophie des matières à réflexion. Pourquoi? Parce que la philosophie, elle est l'ombre portée des sciences. Tant que la science avance, la philosophie également, elle avance. Pourquoi? Parce que tout ce que la science met en avant, il appartiendra toujours à la philosophie d'y pointer une réflexion. Laquelle réflexion va être bénéfique à l'humanité. Mais aussi, pendant longtemps, on avait cru que la science à elle seule peut répondre à toutes les questions de l'humanité. Ce qui est dangereux. Pourquoi? Parce que la science ne peut répondre qu'aux questions di concatenatio omnium rerum. Quand on parle de concatenatio omnium rerum, c'est ce que M. Songué Diouf a dit tout à l'heure, c'est l'ordre de succession et d'enchaînement des phénomènes dans la nature. La nature est régie par ce que l'on appelle des lois de détermination. Et la place, le théoricien du déterminisme dira que tout dans la nature obéit à des lois. Tout en découle aussi nécessairement que le cours régulier des phénomènes et la courbe décrite par l'atome léger que le vent semble emporter au hasard est réglée d'une façon aussi nécessaire que le mouvement des orbes planétaires. Donc la science, elle peut
elle ne peut réfléchir que sur le comment des choses. C'est-à-dire que réfléchir sur les lois qui régissent la nature. Mais l'humanité n'est pas seulement intéressée par la question du comment des choses. L'humanité est intéressée également par la question du pourquoi des choses. C'est-à-dire que c'est question de sens, c'est question de valeur, c'est question de finalité. Or, ces questions de sens, ces questions de finalité, ces questions de valeur ne peuvent nullement être prises en compte dans le domaine scientifique. C'est seulement la philosophie qui peut apporter des réponses satisfaisantes ou bien apaisantes à ces questions qui interpellent du jour au lendemain donc l'individu. Et par conséquent, vouloir dire que le progrès scientifique donc sonne le gala, la disparition donc de la philosophie, c'est vouloir trop dire. Parce qu'en réalité, au lieu de sonner le gala, la disparition de la philosophie, aujourd'hui la philosophie est d'autant plus que vivante, elle est d'autant plus que nécessaire parce qu'elle est là pour veiller aux graines avant que science sans conscience ne devienne ruine de l'âme. Voilà, donc merci.